à tous et à toutes, je suis au 19 rue du Chalet, dans le 10e arrondissement de Paris, dans une rue tout à fait ordinaire. Dans ce parc pour enfants se trouve un lieu inconnu du grand public. En effet, derrière cette rue, au-delà d'une grande grille qui s'ouvre grâce à un interphone dans une cour, se trouve une véritable caverne d'Ali Baba. Je dirais même plus, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Pour tous ceux et toutes celles désireux de s'enrichir culturellement sur l'Afrique et sa diaspora, je vous présente la librairie Tameri Sematawi, une adresse incontournable à connaître. En effet, cette charmante librairie regorge de plus de 6000 ouvrages liés à des thèmes tels que l'économie, l'histoire, les mathématiques africaines, les sciences, la médecine, du développement personnel également, et c'est ce qui nous intéresse le plus, la littérature jeunesse. Nous remercions Narmer qui a accepté gentiment de nous ouvrir les portes de sa merveilleuse librairie. Et c'est dans ce lieu extraordinaire que nous avons le plaisir, Histoires Marmaille, de vous présenter un grand conteur africain. Alors suivez-nous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et bienvenue sur Histoires Marmaille, la revue littéraire jeunesse avec des héros africains et afro-descendants. Pour vous faire entrer dans la culture africaine, nous avons choisi de faire la connaissance d'un grand conteur africain, à la fois auteur et musicien. Il a activement contribué à la diffusion du patrimoine culturel de l'Afrique aux quatre coins du monde, lors de salons littéraires, dans des universités, dans des musées, dans des festivals et dans certaines radios. Il est l'un des plus dignes descendants de la tradition orale africaine. Il a été nommé chevalier de l'Ordre du Mérite en 2019. J'ai le grand plaisir de vous présenter Souleymane Bodj. Merci à vous, Souleymane, d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je voulais déjà vous poser une première question. Oui. Comment allez-vous ce matin ? Je vais très bien, d'autant plus que je savais que j'allais venir ici, dans ce lieu, vous rencontrer, parler de la culture africaine, parler de l'universalisme des cultures africaines. Ça, c'est à travers les contes, à travers la musique, à travers les arts, ça c'est très important. Donc je vais très bien.
Je suis ravie. En tout cas, je vais bien également d'être présente avec vous. Connaissiez-vous cette librairie Taméry? Alors, malheureusement, je ne connaissais pas. C'est une faute incroyable, d'autant plus que quand j'étais, j'allais dire, plus jeune, j'ai habité très longtemps à Belleville, mais dans le quartier de Belleville, mais je ne connaissais pas cette librairie. Et puis après, entre-temps, avec nos contacts, je suis allé rechercher, j'ai regardé, je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté? Et finalement, j'étais rassuré parce que on m'a dit qu'avant, il y avait autre chose ici. Donc, du coup, voilà, ça me donne une petite excuse. Voilà. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Je parie qu'il y en a plein d'entre nous qui ne connaissions pas cette adresse avant de la découvrir, peut-être même aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, en tout cas, je vous remercie. Merci. Et alors, pour cet entretien, j'ai énormément de questions à vous poser, mais on n'aura peut-être pas le temps d'y répondre à chacune. Mais déjà, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être conteur? Ah, très bonne question. Qu'est-ce qui m'a donné envie? L'envie d'être conteur, c'est... En étant jeune déjà, j'aimais, disons, raconter. J'étais un tout petit peu bavard. Raconter des histoires, faire de la musique. Mais ce qui m'a donné le plus envie, c'est de pouvoir transmettre à travers le conte des valeurs universelles véhiculées par les cultures africaines. C'est-à-dire c'est ce côté-là qui, au départ, je me dis, mais évidemment, à travers la philosophie, on peut parler de Platon, de Socrate, mais on peut aussi parler des penseurs d'Afrique qui utilisaient beaucoup le conte ou la légende pour transmettre des savoirs. Oui. D'ailleurs, ce que on dit très souvent, pour transmettre un savoir, il faut en faire une histoire. Ce qui nous permet d'avoir des contes philosophiques qui parlent de la question de l'être. Oui. Nous parlons aussi des contes, disons, de logique mathématique. Comment on peut raconter une histoire, si vous aimez les maths évidemment. Oui, mais je sais qu'avec le conte, on va aimer les mathématiques. Voilà, donc il y a des contes par exemple qui parlent des équations. À deux inconnus, avec des histoires de voleurs, de choses comme ça. Oui. Nous avons aussi des contes qui sont des contes initiatiques, avec les épreuves de la vie, chaque jour. Donc tout ça était véhiculé par la tradition orale, même si l'écriture a existé en Afrique, ce qu'on oublie très souvent de dire. Donc les sages, ce qu'on peut appeler les philosophes ou les sages, utilisaient soit la légende, soit le mythe, le conte, la parabole, pour transmettre. Et d'ailleurs, il m'arrive très souvent de dire, mais vous savez que Socrate n'écrivait pas, ne savait pas écrire. C'est Platon qui racontait ce que Socrate... Eh bien, on a les mêmes personnages en Afrique. Voilà une des raisons profondes pour moi de transmettre les contes, de parler donc ces contes animaliers, par exemple pour les enfants, et même pour les adultes qui parlent des travers des hommes, parce que en Afrique, chaque animal... D'abord, la plupart des animaux portent des noms de personnes. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une manière, à la limite, bien avant l'écologie, de protéger les animaux. C'est-à-dire qu'on confiait un animal à une famille. Quand on dit Djarache chez les Bambara du Mali, ça, c'est le lion. Au Sénégal, c'est Ndiaye. Donc ça veut dire que la famille Diarra ou la famille Ndiaye, quand il y a un lion, ils sont obligés de le protéger. Pourquoi? Parce que c'est leur ancêtre. Donc ça, c'est côté totémique. Donc la plupart des noms ont quand même des rapports avec les animaux. Oui. Et puis aussi, ça nous permet de parler des travers des hommes. C'est ça. Et voilà, chaque animal, l'homme étant ombre et lumière, les animaux sont pareils. Par exemple, quelqu'un qui est toujours gentil avec vous quand vous n'allez pas bien. Je sais. Vous savez qui c'est? Oui. Avec son sourire. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, on utilise quand même les animaux. Voilà mais nos éditeurs ne savent pas qui c'est. Eh bien, c'est la hyène. C'est la hyène. La hyène, d'ailleurs, je l'ai dit souvent dans mes histoires, qui fait confiance à une hyène sera trahi. Oh là là. Alors, je vais m'aider de mes fiches pour les autres questions. Oui. Si vous voulez bien. Oui. Pourquoi, vous avez en partie répondu, mais pourquoi avez-vous choisi de vous consacrer au conte pour enfants? Parce que c'est, si on veut que les connaissances traversent le monde, se développent, c'est aux enfants qu'il faut les confier. Donc le fait de raconter, moi j'ai commencé dans les écoles maternelles, primaires, collège, lycée jusqu'à l'université, mais quand on commence avec les enfants, d'abord il y a
la musicalité. D'accord. Il y a des mots, la musique, il y a d'abord le plaisir d'écouter et puis l'initiation à l'écoute. D'accord. Parce que l'écoute, c'est très important, surtout à l'école. Donc, le fait d'utiliser les contes pour les enfants, on leur transmet petit à petit des valeurs, on leur transmet plein de choses, au-delà du fait que c'est un divertissement, mais au-delà du divertissement, il y a autre chose. Donc voilà, donc on divertit, mais tout en transmettant un savoir. D'accord. Et les enfants, depuis le temps que je les pratique, comprennent très bien. Oui. Et d'ailleurs, il arrive même qu'ils me réclament la même histoire. Oui, ils aiment la répétition. La répétition, la même histoire. Quand je parle d'un crapaud qui n'avait pas d'amis, quand je parle d'un enfant qui était un peu tête en l'air, voilà. Donc on a toujours des histoires qui touchent les enfants. Donc il faut commencer par les enfants. Et puis c'est un public merveilleux, magnifique, qui ne fait pas de cadeaux. Oui. Donc on est obligé d'être performant. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, ils sont très exigeants. Quelle est votre plus grande fierté? Alors ma plus grande fierté, c'est quand je rencontre des jeunes adultes. D'accord. Qui me disent, qui viennent me voir soit au salon du livre ou ailleurs, en me disant, quand j'étais petite ou quand j'étais petit, oui. Vous m'avez raconté une histoire, je la raconte maintenant à mes enfants. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément, c'est ma plus grande satisfaction. Une fois, je suis allé en Guyane et une jeune est venue me voir en me disant, je vous avais vu dans une médiathèque en France, parce que j'habitais en France, et vous m'avez raconté telle histoire. Elle est devenue une jeune femme. Oui. Je garde cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez me la raconter? Oh là là. Ça, c'est des satisfactions. Voilà. Ou bien quand je vais dans les hôpitaux ou ailleurs, c'est ça qui me plaît. Le fait que les gens se rappellent et disent merci. Voilà, alors que c'est moi qui devais les remercier de m'avoir prêté leurs oreilles. Oui, mais vous les avez marqués à ce moment. Et ça, c'est ma plus grande, voilà. Et y compris donc que ce soit ici, que ce soit en Afrique, ou des enfants ou des jeunes qui m'écrivent, oui. Des Antilles, de l'Afrique, un peu, qui me disent voilà, telle histoire, je raconte à mes enfants. Oh là là. C'est ça qui fait plaisir. Ah, dans votre vie de conteur globe-trotteur, parce que vous avez été aux quatre coins du monde, quel est l'événement qui vous a le plus ému? Alors, l'événement qui m'a le plus ému, c'est quand je suis parti raconter, c'était au Maroc, et il y avait des familles qui m'avaient invité. J'étais allé dans des écoles, oui. Et il y a des enfants qui sont venus, et il y avait beaucoup d'enfants et puis des parents qui venaient moi je suis du Sénégal, qui venaient du Sénégal ou d'ailleurs d'autres pays d'Afrique d'ailleurs, qui viennent me voir, qui me disent on a l'impression qu'on a voyagé avec vous. Vous nous avez ramenés oui. Au pays. Ou bien certains me disent ça me rappelle quand ma grand-mère, mon grand-père racontaient des histoires. Oui. Donc des gens qui ne sont plus dans leur pays, mais qui gardent encore les racines. Oui. Et si moi j'arrive à leur donner ce sentiment de dire, vous savez, les racines, plus qu'on s'en éloigne, plus les racines vous accompagnent et vous poursuivent. Ils ne vous lâcheront jamais. Oui. Et ça, c'est important. Non, mais vous êtes poète en même temps. Donc ça, c'est un des événements. J'en ai d'autres, mais celui-là, ça m'a beaucoup touché parce que ça se passe sur le sol africain. Oui. Mais quand j'étais aussi en Guyane, et que je considère aussi toujours comme une terre des ancêtres, c'est pareil. Et là, je peux même dire qu'en Guyane, dans un collège, oui. Où je suis rentré, en face de moi, je voyais ces élèves, j'avais l'impression d'être soit à Dakar, soit à Saint-Louis, soit n'importe où en Afrique. Oui. Quand je voyais les visages de ces jeunes, quand je voyais leur sourire, quand je voyais leur tresse, quand je voyais leur manière dont je me dis, mais j'aurais pu raconter l'histoire en Wolof, j'aurais pu la raconter en Peul, j'avais l'impression d'avoir ma famille à côté. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément ému. De l'autre côté de l'océan. Absolument, de l'autre côté de l'océan. Je suis rentré, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'avoir en face de mes cousines, mes sœurs, mes frères, mes copains, qui sont là, et je les regardais comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui touche énormément. J'étais là, je me dis, je ferme les yeux, je dis, mais c'est incroyable.
Oui. C'est incroyable. Je me dis, mais là, je suis en train de raconter en français, mais je regarde ces visages qui me ressemblent, Oui, qui ressemblent à mes sœurs. Je me dis, c'est la famille. là, il y a une émotion incroyable. Là, et quand ils battent le rythme aussi, parce que je les fais battre le rythme quand je raconte, il y a la musique, il y a la chanson, tout de suite, je sens la croche pointée. Je me suis dit, ah, La connexion de ces- avec Lola. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément ému. Et encore quand j'en parle, Oui, oui, je vois. voilà, cette, voilà. Et ça, c'est très touchant. ah, Voilà. Quel a été votre plus grand échec? Parce que, effectivement... Oui, absolument. Le grand échec, c'est de ne pas encore réussi à, disons, éditer, écrire uniquement dans les langues, enfin, non, que je connais le plus, une langue africaine dont le Wolof que je maîtrise plus que d'autres. Oui. Donc, ça... mais j'y travaille. Ça, souvent, j'arrive pas encore à écrire en Wolof. D'accord. À écrire vraiment avec, évidemment, je peux écrire des choses assez simples, assez, on peut dire terre à terre, mais écrire poétiquement en conte, mais j'y travaille. D'accord. Donc, je n'ai pas encore réussi à le D'accord. faire. Pour l'instant, c'est votre challenge. Voilà, il faut que j'arrive à écrire totalement en utilisant évidemment tout l'imaginaire. Voilà. Ça, c'est... Alors, et votre plus grande réussite? Ben, la plus grande réussite, c'est déjà d'arriver à transmettre à travers le livre, à écrire, et que ça soit partagé un peu partout. Parce qu'au départ, quand on écrit, on ne sait pas. On ne sait pas. On se dit, bon, mais moi j'avais ce plaisir des histoires que je racontais depuis des années et des années. Je me dis, ben, je vais essayer quand même de transmettre cela, d'écrire, pour que ça puisse toucher un grand nombre, pas forcément que des Africains ou des descendants, mais que ça puisse toucher tout le monde et surtout que les gens sachent la partie, je le répète plusieurs fois, universelle de ces contes africains. C'est-à-dire qu'ils transmettent des valeurs aussi qui sont universelles. Exactement, oui. Et ça, c'est évidemment, ça a été une réussite, en tout cas, que j'apprécie beaucoup. Nous en étions à votre plus grande réussite. Voilà, vous me disiez, et le plus grand échec aussi. Voilà. Mais on était sur le fait de pouvoir transmettre les contes africains aux générations. Et ça me rappelait cette maman qui vous avait dit qu'elle se souvenait de votre visite et qu'elle voulait raconter à sa fille, ou en tout cas son enfant, votre conte. Du coup, le fait de vous dire que déjà un conteur, c'est transmettre de la façon orale, et de pouvoir se dire qu'il y en a d'autres qui vont reprendre vos contes, c'est génial. C'est une fierté. Non mais c'est une fierté, c'est génial. C'est ce que j'appelle le partage. Et vous savez, tout ce que l'on partage dans la vie diminue, tout, sauf l'amour et l'amitié. Ce sont les deux seules choses, quand elles sont partagées, se multiplient et grandissent ceux qui les partagent. Donc raconter une histoire, c'est un acte d'amour, c'est un acte aussi d'amitié. Donc quand on partage, parce qu'on est là, on ne fait que transmettre. Oui. Et c'est ça qui est important, de dire que voilà, ce qu'on nous a... Comme on dit dans les traditions, je reviens, le conte c'est une histoire d'hier, racontée aujourd'hui pour le lendemain. Exactement. Donc c'est comme ça. Et ça c'est... Les trois temps. Transmettre, et ça commence déjà dans la famille, la maman ou le papa qui raconte une histoire à son enfant, l'enfant est rassuré, l'enfant va se coucher et il va dire que demain il y aura papa et maman encore pour me raconter. C'est pour ça que les enfants aiment qu'on leur lise ou qu'on leur raconte des histoires, et souvent ils choisissent la même histoire, parce que la même histoire, il faut que ça soit bien rentré, et puis quand ils vont se coucher, eh ben, ils vont dormir le lendemain, c'est un rendez-vous. Oui. Voilà pourquoi d'ailleurs, très souvent quand on lit, beaucoup de parents le disent, des fois ils sont fatigués, ils lisent, ils essaient de tourner les pages. Non, l'enfant lui, il a capté, il va dire, non maman, non, tu as oublié. À la virgule près. La virgule près. Donc c'est ça qui fait aussi le plaisir du conte, c'est de transmettre à partir pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, j'avais fait un livre qui existe d'ailleurs, qui s'appelle 1000 ans de contes d'Afrique. Oui. Donc c'est un gros livre où il y a beaucoup d'histoires, où les histoires sont classées. D'abord par origine, parce que là c'était un travail vraiment de collectage, par origine, selon les peuples. Et puis
il y a aussi le minutage. Donc en fait, là, les contes de 2 minutes. C'est bien pour les parents. Pour les parents, c'est bien parce que quand on est fatigué, on a envie d'une histoire de 2 minutes. Voilà. On ouvre, on regarde, et puis il y a les mots, et puis il y a la classification des contes. D'accord. Est-ce que c'est un conte animalier? C'est quoi un conte animalier? Avec les animaux, quels sont les symboles? Symbole de l'éléphant, symbole du lion, la hyène, et voilà. Et puis il y a des contes aussi où justement dans la classification, on met les initiations, donc les contes où des épreuves, parce que dans la vie on a toujours des épreuves. Et puis les contes de sagesse, voilà. Et puis des mythes et des légendes. D'où viennent les étoiles? Quand je raconte pourquoi le ciel est-il si haut, c'est comme ça aussi. Pourquoi il est-il si haut? Donc on leur raconte ces histoires-là. Tout à fait, du coup ça devient plus clair, en tout cas ils arrivent à expliquer des phénomènes. Ben oui, parce que au même à un certain moment de la vie, tous les hommes avaient les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Exactement. Mais en parlant de la classification de vos contes, j'aimerais savoir, d'après vous, quelle part prennent les contes animaliers dans le champ des contes africains? Voilà. Ils prennent une part très importante. Pourquoi? Parce que en Afrique, on dit l'homme aime critiquer, mais n'aime pas qu'on le critique. Très bien, c'est vrai. C'est pour ça qu'on utilise les animaux. Parce que quand on utilise les animaux, ça parle à tout le monde. Quand je parle de la hyène, parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans la famille ou dans le village, tout le monde sait qui c'est la hyène. D'accord. Tout le monde sait. Mais on ne va pas dire son nom. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on les utilise. Parce que les animaux ont aussi des symboles. Oui. Et donc quand on les utilise, ça permet aussi aux enfants d'accéder au savoir en utilisant uniquement des animaux. Parce que si je dis, par exemple, le lion, si je parle de la girafe, récemment j'avais fait un livre chez Flammarion qui s'appelle Mina la girafe, qui est le nom en bambara qui veut dire la girafe. Donc j'utilise toujours des termes traditionnels. Voilà. C'était sur l'adoption. D'accord. C'est une girafe qui adopte un petit lion. Mais alors la communauté des girafes, le village, non, on ne veut pas de cet enfant. Mais dit, mais c'est mon enfant de toute façon. Et puis le petit lion l'appelait maman partout. Oui. Donc quand je raconte cette histoire sur l'adoption, j'utilise des animaux parce que je sais qu'il y a des enfants qui sont adoptés. Et je sais aussi que dans certaines de mes lectures, j'ai vu qu'il y a des enfants adoptés mais qui sont rejetés. Tout à fait. Par la communauté, par le village ou par d'autres personnes. On le voit au Brésil un peu partout, des enfants pas assez à leur goût. Donc voilà, du coup, j'ai dit, je vais raconter cette histoire, mais pour que ça puisse passer, je vais utiliser des animaux. Donc j'invente cette histoire d'une girafe qui, en partant, rencontre un petit lion qui était blessé. Oui. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas sa famille, et prend ce petit lion, l'amène chez elle, adopte ce petit lion, sauf que les autres girafes disant, ah non, lui quand il sera grand, il sera méchant, donc on est sur les préjugés, on est sur ceci, ils sont comme ça, ils seront comme ça, ils sont là, Il a dit, c'est mon enfant, je le garde. Et évidemment, ça se termine bien cette histoire parce que ce lion qui grandit, qui devient grand, va sauver les girafes. Et c'est comme ça que j'explique pourquoi il est devenu le roi. Ah, donc si je comprends bien, les contes animaliers vont permettre aux hommes d'accepter plus facilement leur travers. Absolument. En se voyant plutôt à travers les yeux d'un animal plutôt que d'un semblable, d'un congénère. Bien sûr. Ça existe depuis la nuit des temps en Afrique, bien avant Ésope, bien avant La Fontaine. Ça existe depuis très très longtemps. C'est pour ça que je disais que chaque animal a un nom. Quand je dis l'éléphant, son nom de famille c'est Touré. Voilà pourquoi Touré c'est l'éléphant. On le voyait. Donc quand je dis Ndiaye, en Wolof c'est le lion, Djara c'est le lion chez les Maliens, Bambara, donc ainsi de suite. Donc chaque animal correspond à un être humain. Parce que tout le monde le pense, tout le monde le dit, l'homme est ombre et lumière. Oui. Il peut avoir des côtés positifs comme il peut avoir des côtés négatifs. Alors le tout, c'est de passer par l'initiation pour être perfectible. Parce que dans les traditions africaines, on dit l'homme est perfectible. Il peut se perfectionner. Il peut élever son niveau de culture. Il peut élever son niveau moral, spirituel, culturel. Donc on dit l'homme peut se perfectionner. Donc on raconte des histoires là-dessus dans les contes. Heureusement que les contes existent pour le guider. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que je me posais la question, effectivement, qu'il y avait énormément d'animaux représentés dans les contes africains. Oui, c'était juste pour ça, pour justement qu'on puisse transmettre sans blesser personne. Oui.
et puis utiliser des animaux. C'est beaucoup plus facile. Je comprends mieux maintenant. Voilà. Je voulais savoir, dans votre parcours lié au monde de l'édition, voilà, quel a été votre parcours, en tout cas, non, pas cette question-là, quel est votre premier livre que vous avez édité? Alors, le premier livre que j'ai édité, c'est aux éditions Milan Jeunesse. Ça s'appelle tout simplement Conte d'Afrique. On voyait une jeune fille qui était assise sur un hippopotame. C'est ce premier livre où je parle, par exemple, de la différence sur pourquoi l'araignée et la pintade, pourquoi les animaux ne parlent plus. Donc, c'est des histoires que je racontais oralement. Et il y a une personne qui m'avait écouté parce que je racontais à la radio à l'époque. Quelle radio? France Inter. D'accord. J'avais raconté France Culture, des histoires comme ça, ou dans Radio Africa, il m'est arrivé d'y aller raconter. Et puis les gens, ils écoutent. Et puis une fois, il y a une éditrice qui avait écouté et qui a cherché, qui m'a trouvé et qui m'a demandé, il m'a dit, mais je sais que vous racontez des histoires dans les écoles, dans les hôpitaux, un peu partout, et on aimerait, en plus avec la musique et tout. Je dis, mais écoutez, moi, mes histoires sont orales. Oui, tout à fait. Et j'ai rien écrit, tout est dans la tête. Mais ce serait vraiment bien qu'on puisse les diffuser, parce que ça nous plaît, ces histoires. Ça m'a touché. Jamais vous n'aviez pensé avant cette intervention de vous mettre à l'écrit? Non, vous savez, je racontais et puis voilà, le plaisir c'était de raconter. Je prends la guitare, le djembé ou le balafon, je racontais, voilà, c'était comme ça. Et c'est parti. Et d'où c'est le premier livre qui a en tout cas que beaucoup de gens ont aimé. Et à partir de ce livre, on m'a demandé la suite chaque année de continuer. Et c'est comme ça que je me suis mis à noter les histoires. Alors qu'avant, je les racontais. Il m'arrivait de les enregistrer sur une cassette, mais sinon... Et c'était quelle année le premier livre, c'était en 2005. 2005. Je crois, c'est sorti en 2005, mais on a dû l'écrire en 2004. Vous savez, les métier de conteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réalité, les difficultés, les qualités requises pour être un bon conteur? Alors, on va commencer par les difficultés, déjà, parce que c'est un métier, disons, d'intermittent, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas tout le temps, mais le temps qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent, enfin, ils se forment. Donc ça, c'est une petite difficulté, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à jouer tous les jours. D'accord. Oui. Quand on commence à être connu, oui, on peut être, voilà. Mais la difficulté aussi, c'est il faut s'adapter à des publics totalement différents. D'accord. Totalement. Et il m'arrive par exemple d'aller dans une médiathèque ou ailleurs où on met à partir de tel âge, mais des fois il y a des tout petits qui viennent, il y a des plus grands, donc il faut s'adapter. Mais ça, c'est le travail, c'est le métier qui fait que quand on arrive, il m'arrive d'ailleurs de préparer des histoires dans ma tête. J'arrive et je vois que le public est totalement différent et je m'adapte en fonction. Donc sur place. Oui. Donc ça, il faut, vraiment c'est un travail qui demande, c'est un peu le métier aussi, hein, voilà. Et après, pour être un bon conteur ou une bonne conteuse, moi, je le dis toujours, c'est d'abord raconter des histoires qu'on aime. Oui. En fait, quand on prend une histoire qu'on n'aime pas, on n'arrive pas à la raconter. Donc, il faut prendre l'histoire qu'on aime d'abord, parce que quand on aime, on fait toujours mieux les choses par amour. Exactement. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quand on fait des choses par amour, on le fait très bien. Donc, on choisit l'histoire qu'on aime, on le raconte. Mais ici, mais être soi-même. Parce que il n'y a pas, comment dire, un modèle de conte ou de conteur. Non, il faut être soi-même déjà pour raconter l'histoire. Donc il ne faut pas essayer de faire comme l'autre ou comme non. Je dis voilà, cette histoire me plaît, je vais la raconter, mais je le fais comme si le public était une seule personne devant moi. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens, ne regardez pas devant vous. D'accord. Et vous savez, il faut regarder loin. Donc la parole doit aller loin. Hein, c'est comme quand on joue du jazz, les drummers, les percussionnistes, les batteurs de jazz, quand ils jouent pas très fort, mais ils jouent loin. C'est pas sur place, c'est pas kum tchak, non, c'est ting 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 ting. Donc c'est loin, ça part loin. Donc le conteur, il fait pareil. Il va regarder loin. Quand vous comptez, s'il y a un public, vous regardez loin. Et vous racontez, et vous prenez les gens par la main. C'est comme si vous racontez une histoire à une seule personne. Pour que la personne du fond de la salle... Voilà. C'est pour ça que dans mes spectacles, des fois je les regarde. Des fois même je les interpelle.
Et quand je dis il y a longtemps, très longtemps, j'ai une petite pause. Et là, tout de suite, on est obligé d'écouter. On est obligé d'entendre. Ça revient des silences. C'est un petit silence. Voilà. Et puis, quand on change les temps, et quand je dis on le fit venir. Donc, il y a déjà la phrase, pronom indéfini, on le fit passé simple, on le fit venir. Il y a tout de suite une atmosphère de mystère. On sait que quelque chose va se passer. Parce que je dis, avec le rythme, avec la voix, je dis on le fit venir. Et là, je peux rajouter un peu de poésie. Je peux dire le ciel s'assombrissait, les arbres s'arrachèrent leurs cheveux, les fleuves quittèrent leur lit en hurlant, les éclairs à la queue leu dans le ciel. Donc on a posé déjà le cas, l'atmosphère. Tout de suite on est compris. Qu'est-ce qui va se passer? Et là on laisse un peu mijoter. On laisse mariner un peu. Donc il faut savoir ressentir le public pour avoir une bonne interaction. Oui, c'est ça. Il faut être généreux. Quand on est conteur ou conteuse, il faut être généreux, il faut de la gentillesse, il faut de la générosité, il faut partager. Parce que le conte, comme je disais, c'est un acte d'amour. C'est-à-dire que la personne qui vous aime, c'est celle qui vous écoute d'abord. La personne qui vous écoute, elle vous raconte. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Voilà une phrase toute simple, mais qui a tout un sens. Ça veut dire que la personne s'intéresse à toi. Donc le conte, il faut que ça reste quelque chose de généreux, comme ça. C'est-à-dire, je suis là, on va passer une bonne journée ou bien une bonne soirée, mais je vais vous raconter une histoire. Ça peut être une histoire qui vient de mon imagination ou une histoire qui m'a été transmise par d'autres. Donc l'histoire continue. Et c'est ça qui est important. Quelle formation avez-vous suivie entre l'inné ou l'acquis? Oui, ça c'est une question philosophique. Est-ce que ça vient de votre enfance? Disons que comme beaucoup de personnes, pas essentiellement en Afrique, en tout cas je pense que dans les Caraïbes, ailleurs ça doit être pareil, on est quand même entouré d'histoires. Mes parents, surtout les mamans, qui racontaient très souvent d'ailleurs, moi c'est ma mère, elle a bien raconté, donc cet environnement familial, m'a beaucoup influencé, évidemment, parce qu'on était habitué à écouter, à raconter des histoires. Et puis, il y a eu l'école. En allant à l'école, la lecture, l'apprentissage de la lecture, et puis les histoires. Et puis, on faisait beaucoup de théâtre dans les collèges, dans les écoles. On faisait un peu de théâtre. Et tout cela, je pense que c'est toute cette formation qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir aussi bien raconter et aussi bien décrire. Parce qu'il y a la partie, disons, traditionnelle, c'est-à-dire l'environnement familial, le pays, la culture, et puis il y a l'apport de l'école, où je peux lire des histoires qui viennent des Antilles, des Caraïbes, de l'Amérique, un peu partout. Donc du coup, le mélange des deux, le mixage des deux, fait aujourd'hui que... Voilà. Mais j'imagine que vous avez sans doute suivi des formations de conteurs, en tout cas il doit en exister, ou vous avez fait du théâtre? Oui, du théâtre, j'en ai fait, mais comme je disais, mais à un niveau, on peut dire, pas professionnel, mais j'en ai fait, mais c'est surtout dans la pratique, en fait, que je suis devenu là. C'est beaucoup plus une forme d'autodidacte, mais de la pratique du conte. Voilà. Bon, très bien. J'aimerais savoir également, qu'est-ce qui vous a emmené à enseigner à l'université de Paris-Orsay? Quel cours avez-vous proposé à ces étudiants? Alors les étudiants, ils avaient des cours de musicologie africaine qui est liée aussi à la philosophie. C'est-à-dire que, comme je disais, la musicologie africaine est une musicologie qui est basée aussi sur l'oralité, mais également sur les traditions littéraires. Donc moi, je leur enseignais, par exemple, d'abord l'histoire des percussions, d'où viennent, et là, j'utilise un conte. D'ailleurs, j'avais fait un livre qui s'appelle « Contes et musique d'Afrique », où je raconte l'origine du djembé, l'origine légendaire, l'origine mythique et légendaire du balafon. Donc voilà, et quels sont les peuples qui les jouaient. Donc à partir de là, ils sont déjà dans l'univers africain, donc je le raconte, et puis du point de vue technique, on décortique les mélodies, les gammes qui sont jouées,
Et tout ça à partir d'histoire. Donc c'est la musicologie africaine que j'enseignais. Mais cette musicologie, elle est liée aussi à la philosophie, parce qu'on avait un cours, dans mon cours, il y avait deux parties. Oui. La première partie, je parlais des civilisations africaines. Oui. D'abord, qui sont les musiciens, qui étaient les musiciens. Donc, il y a ce qu'on appelait les griots, qui venaient du mot, qui n'est pas d'ailleurs un mot africain. Je vais expliquer l'origine de ce mot, qui vient du portugais. Criado. Voilà. Parce qu'au XVe siècle, quand les Portugais sont arrivés, ils ont vu des hommes et des femmes qui accompagnaient les rois et les reines dans les cours des rois, qui racontaient et qui jouaient de la musique. Ils ont dit les criados. Les criados, c'est comme des gens qui vivaient dans les palais, comme des domestiques qui étaient là. D'accord. Donc ce mot au XVIIIe siècle, le gouverneur du Sénégal, à l'époque coloniale, a transformé ce mot, criado, en griot. D'accord. Mais l'origine, il y a deux mots que je connais très bien. Le premier, c'est Djeli. Pour ça, vous voyez, chez les Mandingues, c'est habitant du Mali. Mais habitant du Mali, c'était l'Empire du Mali. Oui. C'est-à-dire, c'était le Mali, la Guinée, le Sénégal, une partie du Burkina, la Guinée-Bissau, enfin, avant les structures coloniales. Oui. Donc, ce mot Djeli veut dire le sang. D'accord. Et on raconte l'histoire de deux frères, mais qui est aussi originaire des peuples. Donc c'est incroyable comme les peuples s'est mélangé, que ce mot Djeli, qui veut dire le sang, on dit que c'est l'histoire de deux frères qui partaient à la recherche d'une vie meilleure et qui n'avaient plus rien à manger, notamment le petit frère, et puis son grand frère, je le résumant, s'est caché derrière un arbre, a coupé une partie de sa cuisse qu'il a fait cuire au soleil, qu'il a donné à son frère, en lui faisant croire qu'il avait mangé de la viande d'animal, enfin, voilà. Et donc, quand ce frère a su le sacrifice du grand frère, ça je le raconte dans mon livre de 1000 ans de contes, eh bien, il s'est mis à chanter ses louanges. Et on pense que c'est ce jeune homme qui est l'ancêtre des griots. Donc il a transmis donc son histoire personnelle à ses enfants, qui l'ont transmis à d'autres. Donc ça c'est une version qui dit le mot Djeli. Voilà pourquoi chez les griots, quand vous voyez leur prénom, il y a toujours Djeli avant. Djeli, Moussa, quelque chose. Djeli, ça veut dire que c'est un griot. C'est un griot. Ça veut dire qu'on est né griot, mais on ne devient pas griot. Donc c'est le sang. Donc c'est ça. Et puis pour les Wolofs, ils disent pas Djeli, ils disent Gewel. Gewel, c'est faire c'est le cercle. C'est celui qui se mettait au milieu et qui racontait l'histoire, notamment quand il y avait des guerres ou des choses comme ça, parce que c'était comme des journalistes de guerre en fait. C'était comme des grands reporters. Donc ils venaient et racontaient ce qui se passait. Et quand quelqu'un avait fait des bonnes actions, on utilisait de la poésie. Donc c'était de la poésie chantée. C'est comme ça aussi qu'on explique l'origine des griots. Donc la première catégorie de musiciens, conteurs, historiens, donc les griots. Et puis il y a ce qu'on appelle les maîtres de savoir, qui eux sont des philosophes. Voilà, qui sont des philosophes qui, eux, vont raconter à travers des pensées abstraites des fois, l'histoire du monde, l'histoire des sociétés. Et donc voilà, ça, on les appelle les maîtres de savoir. Et puis on a la troisième catégorie, qui sont des hommes ou des femmes comme vous et moi, qui, dans la famille, vont raconter l'histoire de la famille. C'est-à-dire que tout se transmettait dans les familles aussi. Tout à fait. Tout se transmettait. Le papa, il peut raconter son parcours, la maman peut raconter son... Donc tout se transmettait. Pour ça que cette tradition est tellement restée que le soir, parce que c'est le soir que les gens racontaient. Pourquoi? Parce que la journée, les gens travaillaient, le soir, ils sont fatigués, ils se reposent, et c'est là qu'ils racontaient des histoires. En tout cas, c'est très intéressant de savoir qu'il y a une classification entre les conteurs, qu'il y a effectivement ceux qui ont comme un héritage, effectivement, qui sont griots dans la famille, voilà, de père en fils, si je comprends bien, les maîtres de savoir qui sont nos philosophes. Et qui transmettent à leurs élèves, qui deviennent des conteurs. Voilà. Exactement. Et puis les familles. Voilà, les conteurs professionnels, on va dire. Voilà. Et vous, si j'ai bien compris... Moi, je suis, disons que j'avais un grand-père qui était un maître de savoir. D'accord. Voilà, on peut dire un philosophe. Il ne m'a pas transmis directement, mais à travers ma mère. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Parce que c'est ma mère qui racontait, qui d'elle m'a transmis énormément d'histoires, de rythmes. Donc voilà, parce que son père, donc mon grand-père était ce qu'on appelle un maître de savoir en français, donc quelqu'un qui était un sage, comme on dit, qui transmettait
donc des savoirs, comme on a au 21e ou 20e siècle, des gens comme Ampateba, comme Senghor, comme des gens comme ça qui transmettaient. Bon, lui c'était pareil. Donc il racontait d'ailleurs, chaque fois qu'il parlait à la radio, on l'écoutait avec plaisir. Ça pourrait-il que ce grand-père ait eu une forte influence? Oui, absolument, oui, moi je pense, parce que même si directement, bon, j'étais un peu plus jeune, parce qu'il est mort quand j'étais jeune, mais il y a quand même des choses qui restent, mais ces histoires sont aussi transmises par ma mère. Qui racontait. Donc voilà, c'est important. Quand je parlais tout à l'heure de raconter aux enfants, on ne sait pas demain. Moi, étant enfant, je ne me disais pas qu'un jour je serais conteur. Non, on n'y pense pas. Mais en grandissant, et puis on prend conscience de sa culture, de ses origines, de l'histoire, et tout ça, on s'est dit, il vaut mieux que nous-mêmes qu'on le fasse. Oui. Qu'on raconte nos histoires. Parce que quand on regarde d'ailleurs, très souvent quand je faisais des recherches, il y a quelques années, je ne voyais pas beaucoup de livres, de contes écrits par des Africains ou des descendants. J'en voyais quasiment pas. Et je voyais des contes d'Afrique écrits par d'autres. D'accord. Et quand on comprend les langues et quand on comprend la philosophie, des fois il y avait des erreurs. Je me suis dit, tiens, les noms sont mal écrits, c'est pas de telle région, donc voilà, et c'est là, ça fait réfléchir. Et je me dis, tiens, moi je vais quand même creuser ça. Oui. Du coup, il y a des histoires où je suis allé chercher à l'IFON, l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université de Dakar, où Cheikh Anta Diop était, je suis allé là-bas, vérifier. Tout à fait, oui. Tout à fait, donc les histoires, leur origine et tout ça. Et il y a beaucoup de gens le font, aussi bien dans les Caraïbes maintenant, au Brésil. J'ai un livre qui a été traduit au Brésil et puis au Portugal, où des fois je reçois aussi des mails de personnes qui font des recherches dans leur culture d'origine et qui trouvent des choses. Donc ça, c'est intéressant. Ça aussi, c'est une des motivations. J'avais oublié de le dire, mais c'est une des motivations. Fierté, une de vos fiertés. Voilà, de dire, voilà, mais en fait, c'est quand même très important qu'on puisse transmettre nos contes aux enfants, mais sur des bases réelles. Tout à fait. Les noms ont une signification. Donc, quand on comprend, quand on connaît, si on ne sait pas, on va se renseigner. Exactement. On se renseigne parce que celui qui sait qu'il ne sait pas aura la chance de savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et heureusement que vous êtes là pour nous éclairer sur certaines questions. Parce qu'avec vous, du coup, le conte a une dimension, je ne vais pas dire magique, mais éducative. Et puis, comment dire, éducatrice. C'est vraiment... un conte n'est pas forcément, comme diraient certains, récréatif. C'est vraiment l'aspect de transmettre, de restaurer la mémoire. Absolument. Et effectivement, c'est incroyable quand on s'intéresse au conte. Et là, c'est large, c'est énormément large. Et d'ailleurs, beaucoup d'adultes, dans mes spectacles, il y a beaucoup d'adultes qui viennent, qui écoutent, parce qu'on a des contes qui les touchent. Quand je parle de la souffrance, quand je parle du fait de ne pas pouvoir dire ce que l'on pense, parce qu'on n'a pas les mots pour le dire. Donc on a des histoires là-dessus, on les raconte. Donc on sort uniquement du domaine récréatif, mais on rentre dans une pensée profonde. Oui. Et le fait que les gens repartent en disant cette histoire, je vais la raconter à ma femme ou bien à mon mari ou à mes enfants, à mes amis, et c'est comme ça qu'on transmet. Donc pour leur montrer qu'en fait, c'était de l'éducation intellectuelle, morale et politique. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure, quand on discutait, je parlais du lion fou. Quand je parle d'un lion qui est fou, je parle d'un dictateur. Tout à fait. Tout le monde a peur de lui, sauf que lui, il a peur de sa femme. Et donc, dehors, tout le monde tremble. Oui. Quand il rentre à la maison, voilà. Hein? Et donc, quand je raconte cette histoire, que les enfants adorent, ça les fait rire, évidemment. Mais les adultes, ils ont une autre écoute. Parce que quand je dis que dans son pays, personne n'avait le droit de penser, la pensée était interdite. Personne n'avait le droit de quitter le pays sans son autorisation. Tout le monde avait peur de tout le monde surveillait tout le monde. Même les chats avaient peur des souris. Les enfants, ça les fait rire, on raconte. Donc vous voyez, le fait de parler de ça, donc je touche un peu les enfants, mais je touche aux adultes. On est donc dans un système dictatorial où tout le monde a peur.
où tout le monde surveille tout le monde. Voilà, exactement. Mais je ne vais pas dire un être humain, je vais utiliser un lion parce que c'est le roi. Mais j'ai dit, il est fou. Il est fou, mais il est méchant. Il est fou parce qu'on a des rois qui étaient fous dans l'histoire de l'humanité. Je dis, vous savez, Caligula n'était pas gentil que ça. Néron n'était pas quelqu'un de très gentil. Donc, oui, expliquer aux gens. Tout à fait, oui. Voilà, donc ça, c'est le conte aussi. C'est le conte qui transmet ça. Ah là là. Qu'est-ce que je peux vous poser d'autre comme question? Parce que vraiment, c'est incroyable. J'ai envie de vous dire que, étant donné que dans les contes africains, il y a beaucoup d'animaux, vous nous avez expliqué effectivement l'utilisation des contes animaliers. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que j'ai fait des recherches, quel est le ou les personnages folkloriques de la littérature jeunesse africaine qui sont des hommes. Alors, les personnages, on a évidemment qui sont liés toujours au système de pouvoir. Quand je dis pouvoir, ce n'est pas forcément la domination. Les gens qui avaient, par exemple, une technicité. Par exemple, les forgerons sont très présents dans les littératures orales, dans les contes d'Afrique. Pourquoi? Parce que les forgerons, d'abord, c'était des gens qui maîtrisaient le feu et qui maîtrisaient le fer. Donc, c'était des métallurgistes. C'était d'ailleurs les premiers rois de l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive, 4e siècle. En Afrique, on a quand même des royaumes qui datent de cette époque-là. C'était des techniciens, des forgerons. C'est-à-dire que les rois, c'était des gens qui avaient un métier. Donc, les forgerons, parce tout le monde avait peur d'eux. Oui. Parce qu'ils avaient la maîtrise du feu et du fer, donc il y a toute une magie derrière cela. Maîtriser le feu, vous savez, maintenant ça nous paraît facile, mais à l'époque, maîtriser le feu, même en Occident, c'était pareil. Ça demandait un savoir, et ce savoir-là faisait peur. Donc il y avait les personnages des forgerons. Oui. Et d'ailleurs, en musicologie, quand j'explique la musicologie africaine, le djembé qu'on voit ici, qu'on connaît, c'était l'instrument des forgerons, pas des musiciens griots, c'est les forgerons qui fabriquaient des djembés. Parce que quand ils faisaient leur travail, il y avait tout est lié avec les dieux. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les Africains étaient d'abord des polythéistes avant l'arrivée du monothéisme chrétien, musulman. Mais ils étaient d'abord polythéistes et avant que les autres religions arrivent, donc il y avait toute une connaissance qui était derrière. Qui était une forme de spiritualité qui existait. Ça, c'est donc, du coup, j'explique ça dans les contes. Donc, on a les forgerons qui sont très présents. Je parle des sages qui sont toujours aussi présents. Oui. Dans les contes. Et d'ailleurs, dans les sages, c'est aussi l'apprentissage et puis la connaissance, le savoir. On dit d'ailleurs, il ne suffit pas d'avoir une barbe pour être un sage. Sinon, tous les boucs le seraient. Oui, donc ce sont des gens qui ont appris. Voilà. Donc, il y a souvent, quand on parle des sages, c'est souvent ce qu'on appelle l'équivalent des enseignants, des gens qui transmettent un savoir. Donc le personnage forgeron, le sage, il est présent, et le musicien, parce que aussi le musicien avait, ou le conteur, c'est le musicien, avait un pouvoir, le pouvoir de la parole. Et le pouvoir des notes. C'est-à-dire que le fait d'entendre quelqu'un jouer le balafon pentatonique, des bouts de bois, des petites calebasses, des petits trous avec la toile d'araignée, on voyait des hommes qui sortaient des notes, une gamme formidable. D'ailleurs, on connaît les gammes, d'ailleurs, les 4 gammes africaines qu'on utilise dans la Kora, qui sont l'équivalent du Fa majeur. Non, on les voyait jouer. Eh bien, les gens se disaient, mais ce savoir, c'est un savoir. Donc, ce personnage-là, il est folklorique, il est dans les contes, parce qu'il avait aussi un savoir à transmettre. Donc, si on résume bien, les personnages, c'était toujours des gens qui avaient, un savoir qu'on pense qui venait des dieux. D'accord. Tout simplement parce que le savoir se transmettait dans la famille. C'est pour ça qu'il y a des castes. Donc c'est pour ça qu'il y a ceux qui jouaient de la kora, la harpe à 21 cordes, qui est aussi une histoire, hein, où on dit que ça vient La plupart d'ailleurs venaient des femmes qui étaient des femmes génies. Et donc ce kora était transmis dans la famille.
Du coup, ces familles continuent de le transmettre jusqu'à aujourd'hui. Mais donc, si je comprends bien, c'est des familles, c'est des catégories de métiers. Oui. Mais il n'y a pas de personnage typique avec un nom quelconque. Il n'y a pas un personnage folklorique dans la littérature jeunesse. Non, on a plusieurs personnages. Il peut y avoir que ça soit, par exemple, un animal. Je sais que l'araignée, dans des peuples de Côte d'Ivoire, un peu partout, ça peut être un personnage qui revient tout le temps, récurrent. Anansi l'araignée. Voilà, par exemple, Anansi, par exemple, ou Luc le lièvre chez les Sénégalais, Wolof, ou Gaïndé le lion. Donc, il y a des personnages comme ça qui reviennent chez les animaux. Mais sur les autres personnages, c'est souvent des métiers. D'accord. Dans ces métiers, c'est pour ça que quand on dit le sorcier, en fait, c'est pas au sens qu'on le comprend, celui qui va jeter du mauvais sort. Oui. Non, c'est celui qui avait la connaissance des plantes et des racines. L'arboriste. Voilà, qui pouvait soigner. Donc, il faisait aussi peur, parce qu'on dit, comment il a acquis ce savoir? Comment? Alors, c'est là où les sages racontent qu'on peut y accéder, mais ça demande de l'initiation. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, parce que, comme on dit, la culture, ça demande beaucoup d'efforts. De patience. Absolument. Vous parliez des tambours, du lien entre les forgerons qui étaient les premiers rois des sociétés antiques et de la connexion avec le djembé, connexion avec les dieux. Mais sur votre site, Lib4, vous parlez d'instruments qui ont été interdits. Oui. Et donc, qui ont laissé leur place à la guitare, au violon. Quels étaient-ils et pourquoi? Parce que ce sont des instruments, mythiques qui appartenaient à des castes. C'est-à-dire que ce sont des instruments, j'en cite, le balafon, la kora, certains tambours, notamment le talking drum en anglais, le tama en wolof ou le tamani, le tambour qui parle. Oui. C'est les tambours d'aisselle qui parlent, qui sont des tambours, des instruments qui étaient uniquement pour la caste des griots, qui étaient destinés à, c'est-à-dire c'est eux qui avaient le savoir, qui devaient le transmettre. C'était interdit aux autres qui n'étaient pas griots. D'accord. Donc, on leur dit, il n'y a que eux, parce qu'eux, ils avaient une fonction dans la société. Oui. Ils savaient parler avec les esprits, ils savaient accompagner les rois, ils savaient accompagner tout ce qui se passait dans la vie. C'était eux qui les transmettaient. Donc, ils gardaient ce savoir pour eux. Donc, c'était les autres, on leur disait, attention, si tu n'es pas initié, si tu touches au balafon, à la kora, on ne sait pas ce qui peut t'arriver et tout. Donc, du coup, ça restait entre eux. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les instruments typiques des griots. Oui. Le balafon, la kora, le tama, le talking drum et certaines percussions. Et les autres instruments, notamment quand l'arrivée des instruments qui venaient d'Europe. Je prends l'exemple de la guitare qui était introduite au XVe siècle par les Portugais. Tout de suite, tout ce qui n'était pas griot, même certains griots, ont trouvé que ce son ressemblait beaucoup à ce qu'on a déjà fait parce qu'on a des guitares. Ce qu'on appelle en Wolof Khalam et en Bambara du Mali le ngoni. C'est des guitares à 4 cordes que les Africains ont emmenées aux États-Unis et qui est devenu le banjo. À 4 cordes. Vous savez, les ngoni à 4 cordes, donc il y avait des guitares africaines. Ça aussi, c'est un instrument qui était un instrument de griot. Oui. Et quand les premières guitares sont arrivées, ils ont dit, mais les Africains ont regardé, ils ont dit, mais en fait, ça, nous, on l'a fait depuis longtemps. On a ces instruments, c'est presque la même chose. Ils ont pris la guitare, ils l'ont accordée sur les instruments traditionnels, qui fait que ça donne une nouvelle manière de jouer. C'est pour ça que quand vous nous écoutez, quand vous nous entendez jouer de la guitare, des fois les gens pensent qu'on joue de la kora. Oui, c'est vrai. Parce qu'on transpose la gamme. Par exemple, dans la guitare classique, je ne sais pas si vous avez fait un peu de théorie musicale. Voilà, avec la guitare, vous avez la corde, la grosse corde, mi, mi, la, ré, sol, si, mi, donc les cordes de la guitare. Mais comme dans les langues africaines, dans la musique africaine, dans les langues, il n'y a pas de demi-ton. C'est-à-dire que c'est des tons entiers. Do, ré, mi, mi, fa, c'est un demi-ton, il n'y a pas de demi-ton. Donc nous, on accorde. Donc à la place du mi, on met fa. Parce que mi, fa, c'est un demi-ton. Donc on a accordé l'instrument de sorte que quand on joue, ça sonne autrement
Une sonorité africaine. Une sonorité, voilà. Quand vous écoutez les guitaristes jouer, donc on sent qu'il y a une approche différente. Et c'est cette même approche que les Africains ont amené aux États-Unis. Et un peu partout dans les Caraïbes. Quand ils sont arrivés, par exemple, en Amérique, ils étaient encore des Africains. Ils parlaient les langues, ils parlaient le Yoruba, ils parlaient le Pulani, le Fulani, le Peul, ils parlaient le Mandinka, les Mandingues, voilà, absolument toutes ces langues-là. Et il fallait qu'ils chantent des chants religieux qui venaient d'Europe, parce qu'ils ont été christianisés. Oui. Mais dans les chants qui venaient d'Europe, il y a des demi-tons, parce que c'est lié aux langues européennes. Sauf que eux, ils n'avaient pas les demi-tons. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, dès qu'il y avait un demi-ton, ils rajoutaient un autre demi-ton, ça faisait un ton, et ça donnait des blue notes. Donc ça donnait le blues, ça donnait des sonorités comme ça. Ah là là, comme quoi tout s'explique. Tout s'explique. J'ai envie de faire découvrir à ceux qui nous écoutent les livres que vous avez écrits. Donc, on a par exemple 10 contes d'Afrique. Oui, 10 contes d'Afrique. Il y a le collier magique. Le collier magique. Voilà. Vous avez travaillé avec de nombreux illustrateurs. Oui. Je voulais savoir comment avait été votre collaboration. Avec par exemple Magali, super, j'adore son travail. En général, c'est les éditeurs qui choisissent les illustrateurs. Hein? Donc, c'est l'éditeur qui avait choisi. Et j'avais déjà vu son travail quelque part et je dis j'aime bien son travail. Alors celui-ci c'est le collier magique. Le collier magique, donc qui parle d'un collier magique. Justement, on parle d'un sorcier. C'est une rumeur dans la savane comme quoi il y a un sorcier qui sait fabriquer un collier magique. Voilà. Et celui qui a le collier, il sera invincible. Évidemment, tout le monde veut le pouvoir. Effectivement. Ils sont tous venus, la hyène, le lion, tout le monde. Et puis à la fin, celui qui va avoir le pouvoir, c'est pas celui auquel on croit. Mais ça, vous le découvrez. Voilà. Donc voilà. C'est un des récents des derniers. C'est récent, celui-là, c'est les derniers. Il y en a d'autres. Celui-là, il est plus ancien, ou les 10 contes d'Afrique, où je parle justement les animaux qui voulaient vivre ensemble. Est-ce que vivre ensemble, c'est facile? C'est pas évident. Donc, j'explique 5 animaux qui voulaient vivre ensemble. Alors, celui-ci, c'est un livre CD. C'est un livre CD, voilà. Une part de musique dans chacun. Il y a de la musique, comme les autres livres CD que j'ai fait. Celui-là qui est une réédition en livre de poche, Les enfants de l'antilope. C'est chez Rue du Monde, un illustrateur qui connaît très bien l'Afrique. Vous voyez, on voit bien que vraiment il connaît très bien. Et ça, c'est l'histoire d'un royaume du nord du Sénégal. Je parle de l'histoire d'enfants, deux enfants qui ont été frères et sœurs élevés par une antilope. Et devenus grands, il fallait qu'ils retrouvent leurs parents. D'accord, les enfants de l'antilope. Voilà, et puis les autres sont chez Milan Jeunesse, Flammarion, et puis voilà. Et 1000 ans de contes d'Afrique. Et quels sont vos projets? Alors, j'ai un livre qui est en route avec Magali, donc avec Magali Atiogbe, voilà, qui parle justement d'un éléphant. C'est sur l'albinisme, sur le rejet des gens atteints d'albinisme. Donc j'ai utilisé un éléphant qui était albinos, parce que les animaux aussi peuvent être atteints de cette maladie. Oui, effectivement. Donc c'est un éléphant, et donc je raconte son histoire. Ça, c'est vraiment dans les projets. Et puis il y a un autre projet avec les éditions Milan Jeunesse sur l'environnement. Donc j'avais déjà fait des contes qui parlent de l'environnement, et là ce sera sur l'environnement. D'accord. Voilà. Comment dire, là vous nous avez dit qu'il y avait un livre qui était en cours d'écriture. J'ai terminé en fait le texte. D'accord. Je l'ai envoyé. Maintenant, il y aura le travail de l'illustration et puis peut-être de retoucher quelques passages. Mais celui-là, il est prêt. Donc, c'est l'histoire de cet éléphant albinos que je raconte. Et puis l'autre qui est en cours d'écriture, qui c'est sur l'environnement. D'accord. Donc, c'est les contes qui vont parler de l'environnement. Voilà. La place de l'homme dans l'environnement, les risques que nous prenons, donc tout ça. Écoutez, je vous remercie pour ce bel entretien. Merci à vous. J'ai envie de
vous dire bonne continuation encore pour la suite. Merci. Du succès pour vos 2 prochains livres. Voilà, merci. Et au plaisir de vous revoir lors d'un nouvel entretien une fois que vous aurez sorti votre nouveau livre. Voilà, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir prêté attention. C'était très plaisant, donc voilà. Merci beaucoup. Oh, ben merci. Voilà. Bah écoutez, cet entretien donc prend fin. J'ai été ravie de recevoir aujourd'hui cet immense conteur africain, Souleymane Bodj. J'espère que j'ai permis à chacun d'entre vous de vous faire une plus grande idée de la fonction des contes africains. Et j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez que je vous pose? Non, moi je suis... C'est autant d'en profiter. Non. Mais oui, je dois avouer que... Comment dire, j'ai fait des recherches sur votre site et je vous ai vraiment découvert. Alors voir que j'avais déjà vu votre nom plusieurs fois sur de nombreux ouvrages et j'ai vraiment réalisé que vous étiez un incontournable des contes, en tout cas voilà, de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment... Merci. Vraiment, c'est vraiment un privilège pour moi et toute cette richesse voilà, que vous détaillez sur votre site, sur les différents styles de contes, leurs objectifs. Voilà, on s'est dit, mais oui, effectivement, il y a des contes initiatiques, des contes... Et voilà, c'est vraiment enrichissant et j'ai entendu que vous faisiez des formations. Oui, j'en ai fait plusieurs. C'est vrai que les choses, on peut changer avec le Covid, donc voilà. Mais j'ai fait pas mal de formations au conte, spécialement dans le conte africain, comment l'aborder, parce que le conte africain n'est pas, disons, indépendant de la musique. Donc je dis toujours aux gens, il suffit, c'est pas, même si on n'est pas musicien, c'est-à-dire c'est la manière de dire les choses. Parce que quand on apprend la musique, traditionnellement, on l'apprend avec une histoire. Comme je disais tout à l'heure, si on veut transmettre un savoir, il faut en faire une histoire. Tout à fait. Donc, admettons, je donne un exemple, quand je raconte une antilope qui par exemple, qui court, donc il va faire tac, pim, pim, tac, ting, ting, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est qui est une mesure à 3 temps. À chaque fois qu'elle pose les pattes sur le sol, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et quand c'est une lionne qui chasse, elle va faire 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Donc on a une ronde à 4 temps. Si j'écris une ronde à 4 temps, ou j'écris une blanche pointée, c'est pas très intéressant. Par contre, si je raconte l'histoire en disant, à chaque fois que l'antilope se déplace, c'est tic, tac, tac, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand la lionne se déplace, c'est 1, 2, 3, 4. Donc on a un 4 temps plus un 3 temps, ça fait un 7 temps. Donc quand je raconte cette histoire-là, quand je transmets la musique à travers le conte, l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, tout de suite est intéressé. Et après, si on va aller plus loin, évidemment, on passe à la technique, mais il faut d'abord commencer par le plaisir. Et le conte, c'est ça. C'est-à-dire, pour transmettre le savoir, on commence par le plaisir, parce que je ne pense pas que l'homme doit absolument souffrir pour être heureux, je n'y crois pas. Et dans les traditions animistes africaines, parce que j'utilise d'ailleurs beaucoup les ressorts de la philosophie animiste africaine, qui a réfléchi là-dessus. Et dans les philosophies africaines traditionnelles, l'homme ne doit pas souffrir pour accéder au bonheur. Ah bah c'est rassure. Je pensais qu'il fallait souffrir. Donc je dis que quand je transmets la musique ou le conte, je préfère commencer par le plaisir. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui me disent, par exemple, moi je vais commencer la musique, j'ai arrêté le solfège et tout cela, parce que je dis, la musique, ça se fait pas avec les yeux, ça se fait d'abord avec les oreilles. Donc on apprend à écouter, et après on transmet. Donc on le fait sur le plan purement aussi géographique. Quand je dis une mesure à 4 temps, 1, 2, 3, 4, on peut tracer un carré 4 côtés égaux. Ça, c'est ce qu'on apprend. Mais si on veut que cette musique soit un peu plus, comme disent les Anglais, que ça bouge, ça swing, comme on fait dans le jazz, je leur dis, mais voilà, les enfants, on va ouvrir 1, 2, je tape. 3, j'ouvre,
et 4, je tape. Donc je vais taper le deuxième temps et le quatrième temps. Ce qui fait 1, 2, 3, 4. 1. Ah oui. I'm gonna love you like nobody's love you. Ouais, tout de suite, Oui. on est sur quelque chose qui swing. Et la même chose, si je fais plus rapidement, Oui. on retrouve. On trouve les percussions africaines, Oui. ou caribéennes, ou antillaises. Donc, vous voyez, donc ça, toujours, ça, on raconte. Donc, du coup, on transmet d'abord le plaisir. Oui, oui. Et petit à petit, on arrive à la technique des choses. Donc voilà. Quel programme! Salut à tous, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Dites-moi quels sont les contes africains que vous avez apprécié de lire dans votre jeunesse ou ceux que vous partagez avec vos enfants. Dans la section de commentaires, laissez-moi savoir également quelle partie de l'entretien vous a intéressé. Cela me fera plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner pour des nouvelles vidéos, de liker et de partager. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit très bientôt. Bye! Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement au 19 rue du Chalet dans le 10e arrondissement. Dans ce parc pour enfants se trouve un immense... Si en plus on a les pigeons, non, plus comme ça va faire plus. Bon, je vais faire un essai. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement au 19 rue du Chalet. J'ai une hésitation. Pour tous ceux et toutes celles qui sont désireux de s'enrichir culturellement sur l'histoire de l'Afrique et sa Pour tous ceux et toutes celles désireux de s'enrichir culturellement sur l'Afrique et sa diaspora, je vous conseille la librairie Taméris et Madame. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa, bienvenue sur Histoires Marmaille, la revue littéraire jeunesse avec des héros africains et des... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et bienvenue sur Histoires Marmaille, la revue littéraire jeunesse avec des héros africains et afro-descendants. Pour vous faire entrer dans la culture africaine, j'ai le plaisir de vous faire la connaissance d'un incontournable de la littérature jeunesse. Il a activement contribué à la diffusion du patrimoine africain. Il a activement contribué à la diffusion du patrimoine culturel de l'Afrique aux 4 coins du monde lors de salons littéraires, lors de musées, c'est pas clair.